l'Afrique de l'Ouest, qui était en train de mener une démarche qui nous a fait un peu ralentir notre propre démarche en attendant que la médiation de la CEDEAO puisse aboutir. Donc on avait condamné Tandja dans cette démarche et au jour d'aujourd'hui, nous condamnons, comme tout bon démocrate, la prise de pouvoir par la force. Mais je suis très attristé qu'encore sur notre continent, au moment où les populations africaines aspirent à la démocratie, alors, que c'est un leader qui les oblige à passer par les coups de force. Alors, avec Tandja, face à Tandja qui fait un coup de force constitutionnel et face à des militaires qui font également un coup de force tout à fait militaire, le bon milieu, il vous demandait c'est quoi alors? Il n'y a pas d'ange. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que vous ne vous retrouviez pas condamné à la fois les deux attitudes? Tout à fait. Je crois que on aurait peut-être vu une sortie négociée par la CEDEAO. Ça aurait été la meilleure hypothèse, que la CEDEAO ait trouvé un compromis. Avec quel schéma de sortie de crise? Effectivement, je peux comprendre que l'ancien président du Nigeria avait fait une proposition comme quoi Tandja pouvait rester au pouvoir pendant une courte période, le temps de revoir les dispositions constitutionnelles qui étaient à l'origine du conflit et d'organiser de nouvelles élections dans lesquelles les partis d'opposition allaient participer. Alors, face à la situation actuelle qui, ma foi, est embarrassante, pas seulement pour NDI, mais pour l'ensemble de la communauté internationale, quelles sont, selon vous, les voies de sortie idéales face à la situation présente, évidemment? Tout à fait. Je dirais d'abord que cette situation est embarrassante, en premier lieu, aux populations nigériennes. Parce que je connais les populations du Niger. Le peuple nigérien aspire à la démocratie. C'est un pays qui est à 98% musulman, mais un pays dans lequel les gens aspirent à leur liberté. C'est un pays qui a beaucoup lutté depuis l'époque de Séné Kounché et de Ali Souaibou pour avoir l'une des premières transitions les plus réussies en 92-93. Et lorsque le général Barré est arrivé, les populations se sont soulevées parce qu'ils voulaient vraiment, ils aspirent à la démocratie. Donc, je crois que les populations les plus embarrassées par ce qui vient de se passer à Niamey, c'est les populations nigériennes. Maintenant, quant à l'opinion internationale, je crois que la sortie la plus idéale serait que la junte militaire qui vient d'arriver s'organise à quitter le pouvoir dans les meilleurs délais, mais en organisant des élections dans lesquelles elle ne va pas participer, en permettant à ceux qui restent de l'ancien parti au pouvoir, parce qu'il y avait une bonne frange du MNSD, donc le parti au pouvoir au Niger, qui n'était pas d'accord avec Tandja. Par exemple, la branche du parti qui suivait un peu son ancien premier ministre Hama Amadou. Donc il faudra organiser des élections dans lesquelles l'ensemble des partis politiques vont participer, sans que la junte militaire cherche à s'éterniser au pouvoir. J'espère qu'ils ont aussi appris la leçon de Tandja, qui est ancien militaire d'ailleurs, et de général Barré avant lui. Mon confrère parlait justement des voies de sortie de cette crise, et j'aimerais parler, disons, du poids que la communauté internationale peut jouer dans cette sortie de crise. Et on lui a souvent fait des critiques, cette communauté internationale, de s'arrêter à des déclarations de principe, de condamnation de principe. Dans ce cas précis, comment faire pour ne pas rentrer dans le scénario guinéen? Oui, je crois que pour un pays, surtout pour un pays comme le Niger, qui a très peu de ressources naturelles, qui dépend beaucoup de la communauté internationale, je crois que les pressions de la communauté internationale ont pesé un peu dans l'impopularité de Tandja. Beaucoup de gens sont surpris aujourd'hui qu'il a été presque chassé dans les conditions que nous connaissons, alors qu'il faisait un peu la grosse gueule, comme s'il avait un soutien quelque part. Mais effectivement, lorsque vous êtes bloqué par la communauté internationale, lorsque le Nigeria, donc dépend beaucoup, le Niger a bloqué sa frontière pendant un certain temps pour marquer son désapprobation avec le régime de Tandja, effectivement, ces pressions ont eu un impact. Donc je crois que après ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, par exemple, que la CEDEAO, la communauté internationale, tout le monde a appris qu'il ne faudra pas laisser la junte militaire au pouvoir et qu'il faudrait organiser des élections inclusives dans... Alors donc, la principale leçon que vous tirez de ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, c'est justement qu'un capitaine ne peut pas du jour au lendemain se transformer en homme d'État. Parce qu'effectivement, lorsque Dadis Camara est arrivé au pouvoir et qu'il avait fait des déclarations comme quoi il n'était pas intéressé par le pouvoir politique, qu'il allait mettre en place de façon consensuelle un cas d'organisation des élections crédibles,
et transparente, beaucoup de gens ont cru effectivement qu'il allait tenir sa parole. Mais c'est à partir du moment où il voulait maintenant se porter candidat que les choses ont commencé à déraper jusqu'au massacre du 28 septembre. Docteur Sankara n'était pas plus gradé que Dadis Camara. Oui, mais c'était une autre époque. N'était pas plus gradé que Dadis Camara quand il prenait le pouvoir. Oui, mais c'était une autre époque, parce que le monde a évolué. Dans les années 70, dans les années 80, les gens ne se souciaient aucunement des coups d'État en Afrique. C'était vu comme un modèle africain en quelque sorte, les partis uniques et les régimes militaires, alors qu'au jour d'aujourd'hui, la démocratisation, le respect des droits de l'homme prend de l'ampleur. C'est pour cela qu'il y a même de nouvelles institutions créées sur le plan international pour gérer ces questions de droits de l'homme et de respect des espaces. Parlons les militaires sont inaptes à diriger le pays. Non, je ne peux pas apporter une condamnation généralisée des militaires, mais les militaires sont aptes à diriger ce pour quoi ils sont formés, à diriger les hommes, à promouvoir la sécurité des citoyens et de leurs biens, effectivement, mais chacun devrait développer une expertise dans son champ d'intérêt. À partir du moment où vous portez l'uniforme, c'est parce que vous voulez servir votre pays sous l'uniforme. À partir du moment où vous voulez servir dans le milieu social, vous entrez dans les ONG. À partir du moment où vous voulez servir dans l'arène politique, vous entrez dans cette arène, vous faites vos preuves et vous obtenez, à partir des populations, un mandat pour pouvoir gouverner. Parlons des leçons à tirer de la situation du Niger actuelle. Est-ce que cela ne pourrait pas être perçu également comme un signal fort à l'endroit de tous les dictateurs qui, par tous les moyens, essaient de s'éterniser au pouvoir, donc la modification de la Constitution, et un appel également à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures plus fortes pour condamner de telles actions politiques des dirigeants africains qui voudraient par tous les moyens se maintenir au pouvoir? Oui, effectivement, votre question me fait penser à ce que dit le général Amadou Toumani Touré, qui est maintenant un civil, un général retraité, qui dit souvent que les militaires arrivent par la porte lorsque la démocratie est sortie par la fenêtre. Effectivement, c'est un signe qu'il faut bien gérer la chose publique avec le mandat qu'on obtient des citoyens et ne pas créer des conditions qui pousseraient certains éléments des forces de la défense ou des forces de sécurité à vouloir s'émixer dans le jeu politique. Je crois que même l'Union africaine est très embarrassée par cette situation, parce que autant il y avait une résolution qui condamnait la prise de pouvoir par la force, autant les gens disaient que effectivement certains leaders politiques africains créaient des conditions qui favorisaient ce mauvais comportement de la part de certains de nos militaires. Je crois comprendre maintenant qu'à l'heure actuelle, la dernière charte de la CEDEAO, de l'Union africaine sur la démocratie, les élections sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique, la charte qui a été adoptée à Addis Ababa en 2007 prévoit effectivement une condamnation contre les leaders politiques africains qui essaient de torpiller un peu leur constitution pour s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce que les condamnations changent finalement? Ça fait aussi partie de l'exclusion, parce que n'oublions pas que ces acteurs politiques, lorsqu'ils sont isolés, lorsqu'ils sont marginalisés, lorsqu'ils ne peuvent plus être reçus à Londres, à Paris, à Washington, comme ils l'auraient souhaité, ça marque quand même leur image. Et ça a un impact aussi. Lorsque les pays qui, dans les relations bilatérales, accordent certains avantages d'ordre économique, une assistance technique à un pays, retire cette assistance parce que le pays est mal gouverné, effectivement, l'acte même de gouverner perd toute son essence, parce qu'on n'est plus en mesure, tout en restant au pouvoir, on n'est plus en mesure d'obtenir les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des citoyens, et ça ne sert à rien. Pensez-vous qu'il y a une importance à condamner? Paul Biya a changé la Constitution, il est au pouvoir. Idriss Déby au Tchad a changé la Constitution, il reste au pouvoir. Nous avons Obiang Nguema en Guinée-Équatoriale au pouvoir, pour ne citer que ces exemples. Vous pensez que finalement, il y a un impact? Je crois Ces présidents-là ont-ils vraiment une considération? Il devrait y avoir. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de le dire. Si chacun des chefs d'État que vous avez cités a cette conscience de pouvoir faire des choses qui vont dans le sens d'accroître l'espace